parti. Premièrement, en fait, j'aimerais savoir, Sacrem, que pensez-vous de la politique congolaise en général? Que pensez-vous? Mon humble avis. Parfait. Pour moi, la politique congolaise n'est pas si intéressante que ça. Déjà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi je suis désolé de le dire, mais en fait, il est possible de réussir dans la vie sans pour autant prier. On va pas se mentir. Aujourd'hui, que pensez-vous? Vous pensez que le Maroc, en général, il y a du racisme ici, dans ces pays? Bonjour à tous, je suis Tshisekedi Ntoumba Blazi. Alors aujourd'hui, nous allons discuter énormément des sujets qui me tiennent à cœur. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la politique, du développement personnel, du business, de la vie au Maroc et bien d'autres sujets. Et il faut savoir que, étant jeune africain, il est essentiel pour nous de comprendre comment est-ce que les décisions politiques ou simplement l'écosystème ou simplement l'environnement de la politique qui est dans notre pays en général peut influencer notre parcours tout en étant à l'étranger. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une personne qui m'inspire énormément et que nous allons apprendre énormément sur lui, mais aussi nous allons découvrir beaucoup sur la personne, voir comment est-ce que la personne voit les choses par rapport à la politique, par rapport au business, par rapport à la vie au Maroc, parce que ça fait environ 3 ans que nous sommes là. Et du coup, je vais simplement vous souhaiter meilleur visionnage. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Sacrem Langa, étudiant en International Business and Management ici à l'université Euromed de Fès. Et je suis là pour parler de tout et n'importe quoi. Bon. Bonjour à Sacrem. Bonjour Blazi, Comment tu vas? Ça va? Ça va. Ça va très très bien. Ok. Ouais. Alors, comment tu te sens aujourd'hui? Ça va, un peu fatigué, mais bon. On va faire avec. Alors, savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses que nous devons savoir, nous devons discuter à propos de notre pays, à propos de la vie que nous menons ici au Maroc, à propos du business, à propos du développement personnel. Et ça va être quelque chose qui va être très intéressant, non seulement pour nous, mais aussi pour toute notre communauté, que ça puisse être ici au Maroc, bien évidemment aussi, ça peut être à Kinshasa, en RDC en général. Alors, c'est parti. Premièrement, que pensez-vous de la politique congolaise en général? Que pensez-vous? En général, franchement, et ça c'est juste mon humble avis. C'est parfait. Pour moi, la politique congolaise n'est pas si intéressante que ça. Déjà, le système démocratique est très compliqué dans ce pays. Ok. Ensuite, les dirigeants n'accomplissent pas tout ce qu'ils disent. Bon. Ça, c'est vrai, ça, parce que... en Afrique, c'est un peu ça. Ça, c'est vrai, ça. Et bon, le président aussi, n'impose pas le respect qu'il doit imposer de base. De base, ok. Donc, c'est difficile de respecter un président qui n'accomplit pas ce qu'il dit. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit là. Tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que dans notre pays, il y a un problème avec tout ce qui concerne la démocratie, avec tout ce qui concerne en fait nos dirigeants. On va pas se mentir. Aujourd'hui, nos dirigeants sont des personnes aujourd'hui qui font en sorte qui veulent que le pays puisse aller de l'avant, de base, parce qu'en aujourd'hui, si on te met comme étant le premier ministre d'un pays, si on te dit peut-être que le prix du gaz, peut-être que ça puisse revenir à 2000 francs, à 100 francs, tu vas accepter, tu vois, du fait que tu veux que ça puisse continuer dans le pays. Mais pas que c'est pas l'envie. Nous tous, nous voulons que le pays puisse se développer, mais vous savez, c'est le pouvoir. C'est la capacité de pouvoir faire ça. Moi, je veux devenir riche. J'ai la capacité, parce que j'ai les habilités de pouvoir le faire. En tout cas, c'est quelque chose de compliqué dans ce pays-là. Ok. Et puis, c'est parfait. C'est parfait, c'est pas un problème. On a envie de se faire arrêter. Non, mais en fait, on va pas faire outrage, je sais pas moi, par rapport à la politique de notre pays. J'ai confiance. Je sais que tôt ou tard, les choses vont bien marcher. Quand est-ce que tu penses que tôt ou tard, ça va changer? C'est-à-dire, lorsque vous disiez tôt ou tard, ça veut dire quoi? Parce que là, ça va faire environ, on va dire, depuis 1960, on s'est dit toujours que aujourd'hui, si celui-ci part, celui-là viendra et celui-ci, ça se fera comme ça. Bon. On se rend compte que plus on avance, plus les choses sont pas... J'ai comme l'impression que la RDC a commencé là, on est monté, on a stagné, on commence à descendre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Récemment, j'étais à Kinshasa pour des vacances. J'étais à Kinshasa. J'ai pu constater par moi-même ce qui se passe dans le pays.
Bon, je ne veux pas dire que j'ai fait le tour du pays, c'est un peu trop dire. Mais bon, Il y a 2 384 000 km², tu peux le faire en quelques temps quand même. juste la capitale suffit pour constater ce qui se passe. Ok. Et la chose qui m'a plu, c'est que la jeunesse dans ce pays commence à prendre conscience petit à petit. Ok. Rome ne s'est pas construite en un seul jour, tu vois un peu. Même l'Allemagne. Voilà. Donc la jeunesse commence à prendre petit à petit conscience. Ils savent que la vie est devenue difficile. Ils se rendent compte que n'ont pas su développer, ils n'ont pas réussi à développer les choses. Et voilà un peu. C'est Donc, parfait. Moi, je pense que d'ici quelques décennies, D'ici quelques décennies. oui, d'ici quelques décennies, En tout cas. les choses peuvent s'arranger. Déjà qu'en Afrique aussi, la jeunesse africaine commence à vraiment bouger. Donc, En général, c'est ça que moi j'aime bien avec parce que là il y a énormément de pays qui commencent à avoir un petit peu cette mentalité en fait, tu vois. On peut être là maintenant on va au Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré. On sent qu'il y a on sent qu'il y a quelque chose derrière la personne. Aujourd'hui, lorsque même on va au Mali, c'est pas moi, on voit dans d'autres en tout cas, même dans le pays où nous sommes, le Maroc en tout cas, il y a une stabilité politique incroyable dans ces pays. Je sais même pas comment les définir en tout cas, mais on commence à sentir vraiment ces développements qui commencent à arriver à petits pas. Bon, oui. ça vient de petits, ça ne sera pas en tout cas dans tous les pays africains, mais vraiment en regardant, en voyant un petit peu comment est-ce que l'écosystème de notre continent est en train de fonctionner, on comprend que d'ici très peu de temps, il y aura des changements qui seront très radicaux. En tout cas, moi j'ai vraiment confiance. La prière, le travail, tout cela, ça paie. C'est parfait. J'ai vraiment très confiance. D'accord. Alors, maintenant, la deuxième question, en fait, c'est pas une question, mais en fait, j'aimerais savoir quel est en fait ton avis par rapport à pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous ne développons pas. Bon, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous développer? Pourquoi est-ce que tous les pays africains, en fait, pas tous les pays, mais la majorité des pays africains, on va dire 80% des pays africains, n'arrivent pas à se développer? Très bonne question. Merci pour cette question. Bon, c'est quelque chose sur laquelle j'ai réfléchi pendant longtemps. J'ai vraiment réfléchi dessus. Et je pense que nos pays n'arrivent pas à se développer parce qu'ils considèrent, ils mettent plus en avant la prière que le travail. C'est très fort ça. Oui, tu vois un peu. C'est très fort ça. Au lieu de combiner les deux, prier et travailler, C'est très fort ça. que ce soit la jeunesse ou bien les anciens, préfèrent remettre tout à la prière et ne pas travailler, tu vois un peu. C'est très fort ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi je suis désolé de le dire, mais en fait, il est possible de réussir dans la vie sans pour autant prier. On va pas se mentir. Aujourd'hui, Dubaï a été conçu parce qu'on va dire, partant du christianisme, les chrétiens et les musulmans et tout ça. Les athées réussissent dans la vie. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est prière. Aujourd'hui, si tu pars à Kinshasa, je vais dire, je dis n'importe quoi, tu pars à Kinshasa dans une commune X, on va dire Lemba, tu trouves 10 églises dans la même avenue. Ouais, c'est quoi ça? Il ne faut pas oublier les bars. Les bars et les boîtes de nuit. D'aller sur une seule avenue, ça c'est très compliqué. Ça c'est très compliqué. Là c'est un point très important. Mais de confession catholique, je pense que la prière n'est pas à négliger. Vraiment. Ça c'est selon moi en tout cas. Je pense que la prière n'est pas à négliger. Peu importe ce que tu commences, déjà le matin quand tu te réveilles, tu remercies le Seigneur de t'avoir accordé le souffle de vie. Donc la prière n'est pas à négliger dans le travail. Mais quand tu pries, n'oublie pas le travail. Si tu veux réussir, tu dois travailler. En fait, si je comprends bien, si je comprends bien en fait ce que tu veux dire par là, c'est qu'en fait la prière accompagne le travail. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez bel et bien travailler, mais en fait vous pouvez bel et bien prier, mais sans pour autant avoir quelque chose derrière en fait qui soutient votre prière. En fait ça servira à rien. Oui, on va dire peut-être, on va prendre un exemple très simple, c'est-à-dire que on va dire moi je me dis, étant donné que je suis en 3e année international business, je me dis ok, moi je vais pas travailler, je vais pas m'embosser, je vais dormir à la maison, je vais rien faire et je vais aller prier les seigneurs pour qu'ils puissent pour que je puisse passer une année. En fait, qu'est-ce qui va se passer après? À la fin de l'année, je vais me retrouver comme ça, je vais pas réussir. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mis toute ma confiance à Dieu, à la prière, on va dire à la prière, sans pour autant avoir aussi ma part des responsabilités. Même Martin Bakol l'a dit, aujourd'hui nous prions, mais en fait,
faut travailler parce que le travail, la prière accompagne le travail. Voilà. Plus nous travaillons, plus nous prions et le Seigneur bénit en fait une personne qui fait quelque chose. Tu peux pas être là, tu te poses sur toi toute la matinée et te dire que non, voilà, à la fin du mois, moi je devais avoir fait ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Et en plus de ça, tu vas commencer à blâmer le pays, tu vas commencer à blâmer tout ce qui est gouvernement, tu vas commencer à blâmer. Je comprends, t'inquiète pas. C'est un peu ça. Donc, franchement, c'est très compliqué pour les personnes qui pensent comme ça parce que je ne crois pas qu'elles puissent sortir de leur misère en continuant à penser comme ça avec cette mentalité. Très vrai. C'est très difficile de sortir de la misère quand tu penses comme ça. En vrai. Alors, on va aller plus simple, on va faire très simple parce qu'on n'a pas énormément de temps. Et en fait, selon vous, quelles sont en fait les mesures? Parce que là, on a parlé de problématiques. Parce que en fait, avant de résoudre un problème, il faut d'abord savoir d'où est-ce que ça provient. Quelles sont maintenant les mesures que nous, étant jeunes Africains, que nous devons en fait prendre pour que notre continent puisse se développer d'une manière exponentielle, selon vous? Selon moi, en tout cas, vu que je ne connais pas l'état d'esprit de tout le monde, je ne sais pas qui est qui. Mais selon moi, déjà, l'éveil, on va dire l'éveil scientifique est très important. Quand tu dois apprendre quand tu apprends à connaître le monde qui t'entoure et à sortir de ta bulle déjà, tu te rends compte de certaines choses que tu ne voyais pas avant. C'est parfait. Ouais, tu te rends compte de choses que tu ne voyais pas avant. Et là, tu prends conscience. Quand tu prends prendre conscience déjà de ce qui t'entoure, c'est déjà le premier pas à faire. C'est parfait. Pour un changement durable, en tout cas. Très bien. Donc, concernant les mesures, moi, je dirais plutôt, il y a deux choses que nous devons faire. La première chose que la jeunesse africaine doit faire, pas seulement la jeunesse africaine, mais nous tous les Africains, c'est en fait de commencer d'abord par changer la mentalité. Parce qu'en fait, j'ai lu dans un livre, ça nous dit que, en fait, your inner world is what is determining your outer world. Ton monde intérieur, c'est ce qui va déterminer en fait ton monde extérieur. Si tu es une personne qui, à l'intérieur, il y a la méchanceté, il y a la colère, tout ce que tu feras sortir dans toi, ça sera la méchanceté et ça sera la colère. La première chose que nous devons faire pour que nous puissions nous développer, nous étant qu'Africains, on doit d'abord commencer par changer notre mentalité. Et cette mentalité, c'est pas que ça a commencé aujourd'hui, cette histoire des mentalités. La question maintenant que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que un Africain doit chanter de mentalité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Là, c'est une question qui est vraiment... C'est une question à la fois complexe. En fait, moi, je me dis que le plus important actuellement pour changer les mentalités, c'est qu'en fait, on doit donner des exemples. La mentalité, en fait, ça vient avec des exemples. Pour que nous puissions nous... En fait, c'est ce que le Père riche, Père pauvre nous explique dans son livre. Il nous fait comprendre, en fait, c'est que la manière dont nos parents, on va dire nos parents peut-être riches ou pauvres, la manière dont un père riche enseigne son fils par rapport à l'argent n'est pas la même manière qu'un père pauvre enseigne à son fils par rapport à l'argent. C'est la même chose. Si en fait notre société, si notre gouvernement, si notre politique, si l'écosystème en général du pays nous donne l'exemple de la bonne mentalité, c'est en fait dans ces sens-là que nous allons poursuivre, que le changement des mentalités vont commencer. On va dire peut-être, on va prendre un exemple encore tout bête, on va dire peut-être la personne, on va dire anti-corruption, tout ça en RDC, on l'a accusé de corruption. On l'a accusé, la personne qui dit anti-corruption de corruption à l'RDC. Est-ce que vous voyez, vous imaginez un petit peu compliqué ça. Vraiment. Cette affaire de dirigeants là. En vrai, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais bon, vas-y. De toute façon. Donc voilà. Et là, maintenant, on va passer à la toute dernière question, enfin, tout dernier sujet politique. Et puis, nous allons entrer à ce qui concerne notre vie au Maroc. Et là, en fait, on va parler. Que pensez-vous en général? C'est une des questions primordiales pour moi. Que pensez-vous du président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Que pensez-vous du président de la République? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce grand homme, on va dire. En vrai. Mais bon, il fait ce qu'il peut. Hein. Il fait ce qu'il peut. C'est pas facile de récupérer un pays déjà détruit. Et le détruire encore plus, c'est pas facile. Donc, bon,
on va pas s'attarder sur cette question. Ok, en fait, moi personnellement, ce que je pense de notre président, c'est qu'en fait, le président a peut-être une bonne vision. Il a une vision de voir notre pays s'émerger. Il veut que nous puissions nous développer. Si vous êtes en train, comme on dit en lingala, l'indarine moko, place au tchango et pour là, so tchango place à mandarine et bien. Ça, c'est ça et pour là. Ouais. En fait, le problème, moi, je pense pas que c'est seulement le président de la République. Les problèmes sont en fait aussi le personne avec qui la personne est en train de travailler. Le fond de la chose. Justement. La chose est très profonde, on va dire. Justement. Le mal est vraiment profond, très ancré dans ce gouvernement-là. Peut-être même plus. Ce qui est pire encore, en fait, lorsque vous entrez dans la politique, en fait, il y a déjà un système qui est bien fondé. Si vous êtes une personne qui a la notoriété, qui a l'esprit, en tout cas, de pouvoir changer ces systèmes, en tout cas, la majorité dans notre pays, vous allez voir... Changer le système, c'est bien. Beaucoup de personnes veulent changer ce système-là, mais déjà, par exemple, on va juste prendre l'exemple de notre pays. Tous ceux qui veulent entrer en politique, c'est juste pour une seule chose. Pour de l'argent. C'est un peu compliqué quand tu rentres dans ce genre de... En fait, les gens ne s'y rendent pas compte, mais en fait, la politique n'est pas un métier. Quand tu rentres dans ce genre de choses, avec cette mentalité-là de vouloir voler, prendre ta part et puis partir, laisser les autres souffrir, c'est très compliqué de changer les choses. Je me suis rendu compte d'une chose, avec l'expérience et tout ça, avec tout ce que j'ai accumulé comme connaissances, j'ai compris qu'en fait, la politique n'est pas un métier. C'est pas un métier en fait. C'est pas un métier en général. Oui, en vrai, parce que... C'est une fonction que vous êtes en train d'exercer, normalement, pour un moment, et ensuite léguer la place à d'autres personnes. Mais aujourd'hui, dans notre pays, la majorité de personnes, ils vont être élus depuis 2001 jusqu'en 2024. Ce sont les mêmes personnes qui se répètent. Vraiment. Depuis le 20e jusqu'au 21e siècle, déjà, c'est très compliqué. Déjà, quand on voit ça, c'est très compliqué. Ce sont les mêmes personnes qui se répètent sur le pouvoir. Moi, je pense que la RDC a besoin de ces soufflants qui va faire en sorte que toutes les personnes qui sont là, qu'en fait, qu'ils puissent laisser en fait la chance à d'autres personnes qui ont encore la mémoire fraîche, qui ont encore l'envie en fait de faire de grandes choses en fait dans notre pays. Vous voyez. Là, en fait, vous allez voir énormément de jeunes aujourd'hui dans mon pays qui ont de licences, qui ont de masters, qui sont de docteurs. Là-bas, dans le coin, en train de vendre des petits trucs. Un licencié, une personne qui est capable de défendre ses droits, une personne qui est capable de faire n'importe quoi, je sais pas moi, dans le pays, même à l'international. Vous ne lui donnez pas du tout l'opportunité de pouvoir faire ça. Et on s'attend quoi, en fait, avec ces pays. Enfin bref, alors on va partir maintenant sur un sujet qui va être très très intéressant cette fois-ci. Ça en fait, je pense que c'est la partie la plus importante de cette vidéo, c'est en fait la vie au Maroc. Comment est-ce que nous vivons au Maroc? Comment est-ce que nous vivons actuellement au Maroc? Quelle est en fait notre perspective? Comment est-ce que nous voyons le pays? Comment est-ce que ces pays nous a accueillis et comment est-ce que nous vivons là? Ça va être un sujet très intéressant que nous allons continuer à discuter avec mon ami ici présent, Sakrem. Alors, Sakrem, si simple en fait, on va dire combien depuis combien de temps que vous êtes au Maroc? Ça fait 3 ans que je suis au Maroc. 3 ans au Maroc, waouh. 3 ans que je suis au Maroc. Non, pas 3 ans. Mais 3 années scolaires. Voilà, 3 années académiques. Académiques, ok, c'est parfait. Ouais. Je rentre souvent à Kinshasa pour les vacances. Ah, moi je rentre pas. Ok, vas-y. Bon, la vie au Maroc est très intéressante. Très intéressante, sans comparaison. Parce que si on compare à la vie à Kinshasa, la vie au Maroc, elle est mieux. Ok. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Dans quel domaine plus spécifiquement? Dans quel secteur d'activité plus spécifiquement? Déjà dans le domaine académique. Dans le domaine académique. Oui. C'est-à-dire que vous jugez que l'éducation marocaine est beaucoup plus meilleure que l'éducation congolaise. Non, pas l'éducation. C'est pas une question d'éducation, c'est une question d'institution. Ok. Pensez que l'institution congolaise... Les universités en RDC, comparé aux universités au Maroc, peuvent proposer la même chose. Okay. Mais c'est plus le cadre. Okay. Le cadre dans lequel vous êtes en train d'apprendre sont proposés. Ici au Maroc, trop vrai. Le cadre est très propice. Pour l'apprentissage. Oui, pour l'apprentissage. D'ailleurs, même là, on est dans notre université de base. Oui, c'est un peu ça.
Le cadre est très, très agréable. En vrai, ça donne même envie d'apprendre, Oui, en ça fait. donne envie d'apprendre. Comparé à, on va dire Kinshasa, parce que je suis quinois, faut pas oublier. On va pas se mentir. Voilà, On vient de là. c'est un peu ça. Par rapport à Kinshasa, où c'est très difficile. Récemment même, je discutais avec une camarade à moi qui me dit que après son examen, le professeur a perdu les fiches. Le... Le professeur a perdu les fiches. Comment ça a perdu les fiches? C'est un peu ça. Ça a perdu les fiches. Le professeur a perdu les fiches d'examen. Donc, ils étaient obligés de recommencer l'examen. Wow. Tu vois un peu. Donc, c'est Ok. vraiment ça. Pour moi, la vie académique ici au Maroc est très agréable. D'accord, c'est parfait. En fait, là, moi aussi, j'aimerais répondre à cette question. Et en fait, à ce qui concerne la vie académique au Maroc, il y a une très grande différence avec le système que nous avons en RDC. En fait, j'aime bien les systèmes qu'ils ont adaptés ici. C'est qu'en fait, on n'a pas tout le cours sur un seul semestre. C'est-à-dire que on peut avoir peut-être 20 cours toute l'année, et ces 20 cours vont être subdivisés en deux. En S1, vous aurez 10 cours, et en S2, vous aurez 10 cours. Parce qu'en fait, quand nous allons commencer, notre cerveau est programmé seulement par rapport à ces cours. Vous allez travailler, vous allez finir. Dès que vous allez finir, en fait, vous laissez derrière ces cours-là et vous allez continuer d'autres chapitres, en fait. Il y a, je sais pas moi, un truc psychologique qui me dit, en fait, j'ai comme l'impression que lorsque on est au deuxième semestre, en fait, c'est carrément une autre année. Ouais. C'est quelque chose qui est très, très intéressant, en tout cas. C'est le deuxième semestre, en tout cas, est plus agréable que le premier. On va pas se mentir. On va pas se mentir, en vrai, ça a toujours été comme ça. En tout cas, c'est quelque chose que moi, j'ai compris. En fait, que pensez-vous? Vous pensez que le Maroc, en général, il y a du racisme ici, dans ces pays? Bon, c'est pas une question sur laquelle j'aimerais m'y attarder. Déjà parce que je n'ai pas vraiment connu le racisme ici, moi, personnellement, selon ma propre expérience. Donc, je peux pas parler au nom de tous. Ok. Je peux pas parler au nom de tous. Le Maroc est un pays qui nous a accueillis déjà. En vrai? Oui. Donc, je peux pas dénigrer, je peux pas cracher sur l'assiette, dans l'assiette. En vrai, j'ai compris ce que vous avez dit, mais en fait... Et le racisme, je pense que partout dans le monde, il y a une part de racisme en chacun de nous. Donc, le racisme est partout. Ok, si tu devrais dire un petit peu le taux des racismes ici au Maroc, selon toi, selon ta vision de choses. Je n'ai pas dit des statistiques et tout ça. Mais déjà, quand tu parles de taux, c'est déjà les statistiques. J'ai pas les statistiques. Enfin bref, on va pas aller dans le détail. En fait, moi personnellement, je trouve que le pays est un bon pays, très accueillant. La population, c'est incroyable. Surtout, partout. Ici dans la ville de Fès. C'est incroyable. Partout, on t'appelle mon ami, mon ami. Partout où vous êtes, vous rigolez avec les gens. En tout cas, c'est bien. Mais en fait, il y a aussi ces côtés un petit peu réticence de certaines personnes. Il faut savoir que tout le monde n'a pas la mentalité de tout le monde. Tout le monde, il n'y a pas cette, Oui, et ça c'est partout, même dans notre. En vrai, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui m'avait intrigué un jour. Un jour, j'étais à Marjane, j'étais en train de faire mes courses et tout ça. Et puis, il y a un ballon d'un enfant qui est arrivé vers moi. Et puis, j'ai tapé le ballon pour rendre à l'enfant. Et l'enfant m'a regardé, l'enfant a fui derrière sa mère. Moi, j'ai regardé, je me suis dit, ouais, c'est quoi l'idée? Mais bon, voilà. Mais en général, on va pas se mentir, bon, ça reste en tout cas un meilleur pays. Oui. Ça reste l'un des meilleurs pays que j'ai visité, en tout cas, dans ces mondes. Déjà, on va pas se mentir, quand on était encore au pays, tout ça, on nous disait énormément de choses sur le Maroc, sur les pays maghrébins. Non, si vous partez là-bas, vous allez être dénigré et tout ça, tout ça. Mais en vrai, en fait, c'est pas la réalité, en fait. Ça dépend. Ça dépend encore des personnes. Ça dépend des personnes. Ça dépend des villes. Ça dépend de ta réalité, ça dépend des villes aussi. En vrai. On n'est pas partout à la fois, en même temps. Donc, on peut pas savoir ce qui se passe à Casablanca. Donc, c'est un peu ça. C'est parfait. Donc, si on va essayer un petit peu de finir pour conclure avec ces deux sujets qui ont été très inspirants pour nous. En fait, quelle est en fait la différence que nous faisons? En fait, on a déjà traité ce sujet. En fait, on va revenir sur ça parce qu'on n'a pas parlé de plusieurs choses. En fait, quelle est la différence que nous faisons entre le Maroc et la RDC? Quelle est en fait la nuance?
quelle est en fait la différence du point de vue développement humain, du point de vue travail, du point de vue PIB, du point de vue inflation, du point de vue la vie, la nutrition, la vie sociale en fait. En fait, tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit. La différence réside dans le développement. Le Maroc est plus développé que la RDC, malheureusement. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais on va pas se mentir c'est parce que vraiment une le réalité. Maroc c'est un petit pays. Enfin, par rapport à la République démocratique du Congo, c'est un petit pays. Ça peut prendre, on va dire, deux, trois ça, provinces. c'est- Mais en fait, le politicien, le gouvernement en général ont su adapter leur pays par rapport aux besoins de leurs compatriotes. C'est En un fait, peu ça. Mais on va pas parler de la taille du pays. Comparé à la Chine, la RDC est un petit pays aussi. Comparé c'est à la justement, Russie. justement. En fait, je disais le Maroc par rapport, Oui. par rapport à la taille, à ce qui concerne la RDC. tout cas, Mais en fait, la différence aussi, moi, je trouve que ça se réside sur le fait que, déjà, le taux de chômage qui est tellement réduit dans ces pays, enfin, c'est pas tellement réduit que ça, mais en fait, le taux de chômage est réduit dans ce pays par rapport à la République démocratique du Congo. Je vais te donner un exemple très simple. Pendant 2 mois, j'ai travaillé dans un centre d'appel à Casablanca, à Active Success. Mais en fait, tu ne peux pas te rendre compte à quel point ces personnes-là, à tout le jour, je précise, environ tout le jour, ils recrutent des personnes. Peu importe ta nationalité, tant que tu arrives à bien t'exprimer en français, on te recrute pour que tu puisses commencer à travailler. Et avec ça, tu peux te faire facilement 4 000, 5 000, 6 000, voire même 10 000 dirhams tout le mois. Ce qui va te permettre, généralement, toi, de te payer une maison, de pouvoir te nourrir, parce que on va pas se mentir, si tu as 10 000 dirhams le mois au Maroc, c'est quelque chose. C'est quelque chose, on va pas se mentir. Donc voilà, tu vas te payer une maison, tu vas te faire à manger, tu vas faire tes courses, tu peux même aller, si même tu économises peut-être d'ici peu de temps, tu peux même voyager. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est réel. Comparé à la RDC, le taux de chômage au Maroc est très bas. On va pas se Très, mentir. très bas. Peu importe ta nationalité, en fait, c'est ce qu'en fait, moi j'aime avec ces systèmes-là. Mais en fait, de l'autre côté aussi, il y a énormément de choses qui font en sorte que ils puissent toujours avoir la différence entre le Maroc et la RDC. Mais en tout cas, la RDC, ça reste notre humble, c'est cher notre pays. pays. Et on va travailler on va faire en sorte que nous puissions peut-être mettre en place de stratégies qui sont très efficaces pour que nous puissions voir comment est-ce que notre pays puisse se développer et arrêter de pleurnicher surtout. Moi, j'ai comme impression que la RDC nous pleurnichons beaucoup. Nous pleurnichons beaucoup. Moi, je comprends pas. Je suis désolé de le dire, mais en fait, je comprends pas pourquoi est-ce que les Congolais de la République démocratique du Congo vont faire une marche en France pour dire que voilà, vous utilisez nos coltans, arrêtez de faire la guerre à Rwanda, tout ça machin. Mais en fait, c'est pour à nous de mettre en place en fait des actions, de mettre en place des stratégies pour que nous puissions arrêter la guerre. C'est pas le fait d'aller parler aux gens qu'en fait ces personnes-là vont faire en sorte que la guerre puisse s'arrêter à l'est. Bon, ça, je te comprends. C'est ton avis. C'est ton avis personnel. C'est pas tout le monde qui peut partager cet avis-là. En vrai. Personnellement, j'ai pas encore réfléchi à cette question-là. Mais je dirais que les grandes révolutions commencent toujours par ce genre de marche, tu vois. La Révolution française, le plus grand exemple, est parti du prix du pain, on va dire. Oui, quand les Français se sont rendus compte que le prix du pain avait augmenté, ils se sont révoltés, tu vois un peu. C'est vraiment une prise de conscience. C'est vraiment une prise de conscience. Je pense que tôt ou tard, les choses vont réellement changer. J'ai la nette certitude, en tout cas, que les choses vont changer. C'est parfait. Je suis très confiant, en tout cas. C'est parfait. Donc là, on a un petit peu abordé, un petit peu fait le tour de toutes les questions. Et s'il y a quelque chose, en fait, si tu pourrais dire à ce qui concerne la fin de la vidéo, et tu peux regarder la caméra, elle est juste là. Si tu veux. Vas-y. C'était quelque chose à dire par rapport à la fin. Vraiment. Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir, mon ami. À ce podcast. J'ai vraiment aimé et merci à tous ceux qui suivent la vidéo. Je suis très content de participer ici. J'espère revenir
pour une prochaine vidéo. C'est parfait, ça va être très intéressant aussi. Alors, si vous aussi, peut-être vous êtes au Maroc, vous êtes dans n'importe quelle ville, en tout cas, vous pouvez toujours me contacter si vous voulez aussi participer à ce qui concerne une émission qui va être diffusée bien à travers le monde. Ça permettra en fait à notre jeunesse, que ce soit pas seulement africaine, mais aussi européenne, asiatique, en tout cas, un petit peu partout dans le monde, pour que nous puissions voir comment est-ce que nous devons faire pour que nous puissions non seulement développer notre pays, mais aussi développer notre cher continent. Pourquoi ne pas aussi développer le monde que nous sommes en train de vivre, parce que on est le seul garant de cette planète que le Seigneur nous a donnée. Et merci beaucoup Sacrem pour en tout cas ton acceptation d'invitation. Il y avait énormément de personnes. En tout cas, vous aviez été hyper gentil, hyper aimable par rapport à ça. Et donc on va se dire à la prochaine. Et surtout n'oubliez pas, comme j'ai dit toujours, c'est dans l'amour et l'effort que nous bâtirons notre continent plus meilleur qu'avant. Merci.